LCI Soir Week-end, la suite. On revient sur l'enquête en cours sur le tueur des Champs-Élysées, Karim Chorfi. Ça pose beaucoup de questions parce que l'homme a un passé extrêmement violent, multi-récidiviste. Pour en parler avec nous, Jean Beauvalet, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste, encore une fois, de la sécurité. Et puis, Driss Ait Youssef, vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, expert en sécurité globale. D'abord, d'un mot, que vous inspire le portrait de ce Karim Chorfi qui était suivi du point de vue psychiatrique, qui était suivi également, enfin qui devait avoir un certain nombre de rendez-vous avec les juges, mais qui généralement n'y allait pas ou n'y allait pas toujours, et qui depuis longtemps avait dit clairement qu'il voulait tuer des policiers. Jean Beauvalet. Écoutez, moi, au vu de ce que vous dites, j'entends, je comprends, pour pas dire je partage la colère des policiers et des familles de policiers, parce qu'on a quand même la concomitance d'un certain nombre d'éléments qui nous montrent qu'on a un criminel déséquilibré, qui profère des menaces. Déséquilibré, on n'en sait rien. Enfin, déséquilibré, au risque psychiatrique que vous avez évoqué, il y a quand même un déséquilibre quelque part, et on a un individu qui est dehors alors qu'il était déjà précédemment condamné à plusieurs reprises et qui ne se présente pas, notamment aux injonctions de la justice. Donc, condamné à 15 ans dans un premier temps et à 4 ans ensuite. Tout à fait. Pour violence, notamment en prison. Tout à fait, et il est dehors. Driss Ait Youssef, qu'est-ce que ça vous inspire également? C'est une inquiétude particulière sur un individu ou des individus, parce que c'est pas non plus la première fois qu'on a un individu qui présente des particularités, j'ai envie de dire presque psychiatriques, et on a encore en mémoire la tentative d'attentat à Orly, où l'individu a foncé un barrage de police, a blessé un policier, s'est rendu à Orly, a tenté d'arracher le FAMAS d'un militaire et faire feu. C'est le même profil? Ce côté un peu suicidaire, fou. Je ne sais pas si c'est le même profil, mais en l'occurrence, nous avons là aujourd'hui un individu qui a déjà tenté d'assassiner des policiers, une peine extrêmement sévère à juste raison, dans la récidive, mais pour d'autres actes de délinquance très forts. Quel est le lien finalement avec Al-Qaïda? Est-ce que c'est une circonstance particulière? Est-ce que c'est par mimétisme Daesh? Est-ce que c'est par simple effet de mimétisme, ou parce qu'il y a une volonté de s'en prendre à un policier comme ça aux Champs-Élysées? C'est l'enquête qui le dira. Alors justement, on va faire un petit point sur l'enquête qui se poursuit et qui progresse avec Annie Bazar, et puis on en parle juste après. Le parcours et le profil de Karim Chorfi présentent 3 zones d'ombre. Aurait-il dû être en prison? Karim Chorfi avait été condamné à 4 reprises pour des actes de délinquance. Depuis octobre 2015, il était en sursis avec mise à l'épreuve. Il devait donc rencontrer chaque mois un conseiller d'insertion et un psychologue. Mais il ne respectait pas ses rendez-vous. Il avait même quitté le territoire français pour se rendre en Algérie. Dans la foulée, il a donc été convoqué par un juge d'application des peines le 7 avril dernier. En théorie, il aurait dû retourner en prison, mais le juge a estimé que ce n'était pas nécessaire. Une décision critiquée aujourd'hui par les policiers. Était-il radicalisé? Lorsqu'il sort de prison il y a 2 ans, Karim Chorfi ne présentait aucun signe de radicalisation. Les premiers soupçons remontent à janvier dernier. Le parquet antiterroriste a été destinataire d'éléments indiquant que Karim Chorfi cherchait à se procurer des armes et qu'il aurait tenu des propos laissant entendre qu'il voulait tuer des policiers. À ce moment-là, Karim Chorfi tient des propos islamistes. Il se confie à un proche. Il dit vouloir entrer en contact avec un Français qui aurait rejoint l'État islamique dans la zone irako-syrienne. Suite à ces nouvelles informations, le parquet antiterroriste ouvre une enquête le 9 mars 2017. Comment comprendre la revendication de Daesh? Dans son communiqué, l'État islamique cite l'auteur, un certain Abou Youssef le Belge. L'identité ne correspond pas à celle de l'assaillant. Suite à un avis de recherche en Belgique, l'homme en question se présente spontanément aux policiers, mais la justice belge affirme qu'il n'a aucun lien avec l'attaque. Les enquêteurs s'interrogent enfin sur un papier tombé de la poche de Karim Chorfi, un message manuscrit défendant la cause de Daesh. Mais à ce jour, rien ne prouve qu'il avait un lien direct avec l'organisation terroriste. Ce qui surprend, c'est vrai que c'est qu'il a quand même été en prison parce qu'il avait essayé de tuer des policiers à 2 reprises. Puis il est retourné en prison pour cambriolage. Et ensuite, la DGSI détenait l'information comme quoi il cherchait à se procurer des armes pour tuer des policiers.
Et pour autant, il n'était pas fiché S. Il a réussi malgré tout à organiser cet attentat. Comment on explique tout ça? C'est une Allez-y, défaillance vous en tout votez cas. pas. C'est une défaillance. Il y a quelque chose. Il a réussi à passer en vous savez, temps. je crois que vous savez, les 2 secondes de silence qui viennent d'y avoir parlent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie incompréhension. Effectivement, alors, il ne s'agit pas de tirer sur tel ou tel service, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs de ma part, mais il s'agit surtout Non, mais la d'essayer de justice a comprendre. failli pour vous? Bah écoutez, moi j'ai du mal à comprendre qu'un individu avec le profil qui en est fait là puisse encore se promener dans la rue. Il y a 2 sujets. Il y a le premier sujet, c'est l'information qui remonte à la DGSI qui indique que c'est un individu. Des informations qui remontent à la DGSI par les antennes régionales, vous en avez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des agents de la DGSI, vous n'en avez pas beaucoup. Janvier, un proche qui dit attention, il est en train de se radicaliser. Mais des informations comme ça, vous en avez beaucoup. Ça remonte beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup d'agents. C'est-à-dire qu'en fait, on focalise d'abord sur les fichiers S, on focalise d'abord sur ceux qui sont partis faire soi-disant le djihad dans un théâtre d'opération terroriste extérieure, et ceux qui sont en train de revenir, c'est une priorité absolue. Après, il faut que le parquet antiterroriste déclenche une information judiciaire de sorte à ce que les policiers puissent avoir les moyens d'investiguer sur l'individu à travers des écoutes téléphoniques, de la filature, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis ensuite, il y a la sortie de cet individu. Encore une fois, le débat, c'est pas, enfin, pour ce qui me concerne, c'est pas de dire est-ce que la justice a failli ou non. Considérez que 63% des détenus, quand ils sortent de prison, la récidive au bout de 5 ans. C'est-à-dire que vous avez quand même un taux de récidive qui, dans notre pays, est de 63%. Dans des pays, par exemple en Norvège, c'est 20%. Donc on doit avoir un vrai sujet sur est-ce qu'il s'agit de construire plus de places de prison, d'être plus sévère, mais de quelle prison voulons-nous demain? Et le service Et alors, attendez, question, puisqu'on est là-dessus, Oui. Pourquoi une telle différence? Mais on va prendre juste justement cet En individu Norvège, qui a les été prisons convaincu. sont plus Parce humanisées, il y a plus de Elles sont place. plus humanisées, c'est plus, on donne plus la place à la réhabilitation. Et donc cet individu qui a été convoqué par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est censé l'accompagner après ça, c'est un service qui est sous-staffé et à qui aujourd'hui on demande de faire de la détection contre la Il n'y a pas radicalisation. assez de monde. Et donc il n'y a pas assez de monde et on leur demande aujourd'hui de faire des missions qui ne sont pas les leurs. Donc je veux bien qu'on, à un moment donné, dise aux magistrats qui n'ont pas fait leur boulot, mais considérer que les prisons, elles sont surpeuplées et que les magistrats, en tout cas que l'administration pénitentiaire, n'a pas les moyens de préparer Mais ces pourquoi il détenus est à leur sorti place. plus tôt, quand même? Bah, Mais parce que le JLD, le juge des libertés et de la détention, a probablement considéré qu'il ne représentait plus ou pas une menace pour la sécurité publique et qu'à ce titre-là, il pouvait sortir. Mais sous contrôle. Ah oui, alors. Enfin, j'entends et je comprends ce que vous dites, mais la question, c'est qu'il a été convoqué, qu'il ne s'est pas présenté à plusieurs reprises, donc ça aurait quand même pu attirer l'attention, au moins qu'il soit déféré. Il a été en Algérie alors qu'il n'avait pas le droit de sortir du territoire. Donc tout ça sont quand même des éléments extrêmement surprenants. Alors effectivement, il ne s'agit pas de dire que la justice fait pas son travail, mais moi là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est quand même face à des éléments qui sont quand même extrêmement durs par rapport à cet individu et qu'encore une fois, on le retrouve dans la rue. Alors, il y a 10 000 fichiers S en France. Lui n'était pas un fichier S. À partir de quel moment est-ce qu'on est fichier S? Qu'est-ce qui fait que certains le sont, d'autres non? Puisqu'a priori, lui présentait un profil assez inquiétant quand même, avec des soupçons de radicalisation mais depuis attention. janvier. Personne n'avait prouvé la radicalisation. Oui. Hein. C'est la grande question aussi. Alors déjà, moi, être radicalisé, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien qu'on ait un jour une vraie définition, parce que personnellement, je n'en ai pas. Alors, effectivement, on peut avoir C'est d'appeler à aller tendances. faire le djihad, d'appeler à rejoindre la Syrie ou l'Irak je suis sûr et à qu'on a- soutenir les mouvements terroristes. Oui, hein. mais je suis sûr qu'on a des gens aujourd'hui considérés comme radicalisés, à tort ou à raison d'ailleurs, et qui n'ont jamais réellement appelé à faire le djihad. C'est que derrière, vous avez toute une autre interprétation du positionnement de la personne dans ses comportements, dans son environnement, etc. Après, cette fiche S dont on parle, et dont on parle beaucoup, et dont on parle encore une fois à partir de l'affaire Mera, souvenez-vous. Effectivement, on s'est interrogé sur comment cette personne était dehors alors qu'on savait qu'elle avait fait un certain nombre de voyages à l'étranger. Bon. Mais fiche S, c'est quoi? Fiche S, ça veut dire que vous avez eu à un moment ou à un autre un comportement qui fait que vous avez attiré l'attention des services quant à la sécurité de l'État. Ça ne veut pas dire que ça fait de vous un délinquant pour la totalité de vos jours.
Oui, parce que là où le travail est très difficile, y compris pour les services de la DGSI, c'est admettons que cet individu aurait été appréhendé pour un interrogatoire à la DGSI et que ni à son domicile on ait trouvé... Ce que j'allais vous le dire, on a trouvé des cagoules, couteaux de chasse. Voilà, mais si, au moment où voilà, une cagoule et un couteau, est-ce que c'est suffisant pour mettre cet individu sous les barreaux? Je ne sais pas, c'est au juge judiciaire de décider si oui ou non les éléments effectivement contenus dans le domicile. Oui. Voilà, mais voilà. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, un individu qui fait l'objet d'un contrôle et d'un interrogatoire par un service spécialisé, il aurait pu éventuellement être fiché S. Mais de là à le mettre en détention, il y a quand même un pas que le juge judiciaire n'avait pas forcément envie de franchir. Alors, quelles sont les suites de l'enquête là? On sait que 3 de ses proches sont en garde à vue. C'est la procédure normale. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là. Alors son père, son frère et un co-détenu. Hein. Tout à fait. Le fait qu'ils soient en garde à vue, c'est tout simplement une procédure qui permet plusieurs choses, qui permet déjà que éventuellement les personnes ne communiquent pas entre elles alors qu'il y aurait peut-être des éléments à échanger. Ça permet aussi de protéger des lieux d'investigation. Ça permet comme ça un certain nombre de choses. Mais ça n'en fait pas pour autant des coupables, et ça, c'est important. 96 heures de garde à vue, là? Absolument. Donc, terrorisme, 96 heures, comme jusqu'à dimanche. enfin, jusqu'à 96 heures, terrorisme, stupéfiant. On peut imaginer que l'entourage immédiat est sous écoute? Il y a certainement une vigilance dans l'entourage immédiat, oui. Ce qui est normal d'ailleurs. Hein, c'est normal. À vous entendre, on a quand même un petit peu l'impression, quand vous voyez le parcours de Karim Cherfi, qu'on a plus affaire à un fou furieux qu'à un terroriste. Écoutez, par exemple, les témoignages de voisinage, là où il habitait, à Hachel. Il buvait, il fumait. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment un suicide. Pour moi, c'est même pas un attentat. Ça n'a rien à voir avec Daesh et ces conneries qu'il y a eu. Mais il y a aussi parfois un phénomène de dissimulation aussi de la part des terroristes. Mes réactions là sur ces Alors, témoignages. effectivement, vous savez, en criminologie, il y a une expression, on dit, qui vient des Américains, suicide by cop. C'est-à-dire, on n'ose pas se suicider, donc on attaque la police qui riposte et qui vous tue. C'est se suicider par l'intermédiaire d'un policier. Ceci dit, déséquilibré, moi, je veux bien. Non, je vous pose la question. Non, mais parce que ça revient maintenant régulièrement. À chaque fois qu'un individu attaque, alors au Louvre avec des machettes, à Orly sur une patrouille, on est un peu déséquilibré. Pour avoir un tel comportement, il ne faut pas être totalement équilibré tout de même. Mais est-ce que ça en fait pour autant des gens dans un cadre médical tel qui ne sont pas conscients de leurs actes? Non, je ne crois pas. En tout cas, sur les témoignages qu'on a, et puis on regardera aussi les investigations. D'autres disent il avait un grain. Voilà, un grain. On regardera parce que la garde à vue des proches va aussi permettre aux policiers de cerner encore mieux la personnalité de l'individu, puisque maintenant on ne peut plus établir si l'individu, etc. Et donc ça nous permettra de savoir si le type était, non pas conscient, mais si le type avait vraiment un mobile derrière, si vraiment il appartenait à cette organisation terroriste. Aussi, effectivement, est-ce qu'on peut parler d'une folie ou d'une psychiatrie particulière, mais a voulu commettre par mimétisme, encore une fois. Il a été conscient quand il a sorti la Kalachnikov et qu'il a tiré à bout portant dans la tête du policier. Évidemment, il faut être conscient pour tirer dessus. Mais après, quelle est la motivation de l'individu? Est-ce que envie d'en finir, comme le dit très justement monsieur, a envie d'en finir avec ses jours et d'emmener avec lui un policier, parce que la haine anti-flic, visiblement, pour ce qui le concerne, c'est quand même un habitué. Donc il y a que l'enquête qui pourra nous dire si l'individu était si on vraiment... reste particulièrement cynique, il aurait pu faire beaucoup plus de victimes en tirant à la Kalachnikov sur un groupe de touristes. Souvenez-vous l'attentat d'être tué par les policiers. L'attentat au musée du Louvre, un type avec un couteau allait s'en prendre à un militaire, c'est juste, un militaire armé d'un FAMAS, c'est juste une opération suicide, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on sait comment il s'est procuré l'arme? Aujourd'hui, C'est relativement facile, c'est ça, vous voulez dire? Ça, vous allez nous dire oui. Est-ce qu'on trouve des armes en France? La preuve que oui. Maintenant, est-ce que c'est facile? Je dis qu'il faut arrêter ce fantasme. Effectivement, on le sait, il y a des banlieues où des armes circulent, ne serait-ce que par le biais de la criminalité et de la grande délinquance, d'ailleurs. Hein. Je dis toujours que criminalité et terrorisme, la limite, la frontière est extrêmement ténue. Donc il y a toujours un passage qui se fait. Maintenant, c'est pas si facile que ça. Je pense que c'est de l'arme que viendra un petit peu le dénouement de l'enquête, parce que c'est une Kalachnikov. La Kalachnikov est une arme qui est privilégiée à la fois des gros bandits,
mais aussi des organisations terroristes. Et donc remonter effectivement au fournisseur, à la filière qui a permis de fournir cette arme, nous donnera une indication sur... parce qu'on ne peut pas se procurer une Kalachnikov en demandant à son voisin s'il n'en a pas une qui traîne dans son garage, quoi. Et alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. il y a aussi quelque chose quand même qui pose question, c'est cette confusion autour de la revendication de Daesh, qui a quand même qui dit justement que c'est un Belge, Abou Youssef le Belge, qui aurait commis l'attentat, alors qu'on sait que c'est un Français de 39 ans et que ce n'est donc pas l'homme qui est dans le communiqué de l'organe de propagande de Daesh. Abou Youssef qui s'est présenté spontanément au commissariat d'Anvers et qui a été mis hors de cause par les policiers belges. Oui, pour moi, il y a 3 options possibles, en fait. Soit, effectivement, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup au niveau de la Belgique et de la France, mais ça me paraît assez peu probable parce qu'apparemment, il était plutôt bien installé en Seine-et-Marne. Chez sa mère, chez 2015. Mère, oui. La deuxième option, c'est que dans ses voyages, il est effectivement... qu'il soit battu, combattu ou entraîné pour le compte de Daesh avec un alias, enfin avec un pseudonyme, celui qui est cité par Daesh. Mais ça, on va le savoir vite. Et qui a été repris, on va le savoir. Et puis la troisième option, c'est que cette personne nommée par Daesh correspond à un autre terroriste qui était censé commettre un attentat sur Paris, et il y a eu confusion de personnes. Oui, et ça démontre bien, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, qui est juste, ça démontre que l'État islamique, finalement, dans son canal d'information et de communication, il y a quelque chose qui faille, ou en tout cas qui ne marche pas bien. Donc c'est aussi la preuve que cette organisation terroriste, aujourd'hui, en termes de communication, de propagande, qui était un peu quelque chose de fort, parce qu'elle est bousculée en Irak et en Syrie. Totalement isolée. Totalement isolée. Oui. Il faut dire la vérité. Incontestablement. C'est vrai que les coups qu'ils ont pris ces derniers mois leur ont fait très très mal en termes de moyens matériels, financiers et en capacité de communication. Ce qui amène quand même à dire qu'on en revient toujours à la même chose, qui est que depuis 2 ans, l'esprit de communication de Daesh, qui est de dire maintenant toute personne qui se sent proche de nos idées doit être capable d'aller tuer des mécréants. Vous connaissez le document, avec les moyens. Attentats avec des pierres, des camions, etc. Voilà. Bon. Tout ça, aujourd'hui, à mon avis, c'est la résultante. C'est exactement le cas du tueur des Champs-Élysées. Et tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, on n'est plus dans l'attentat qui demande une c'est un loup solitaire, parce que ça, on y est revenu aussi, mais il avait l'air tout seul, le gars, là. Le loup solitaire, ça veut dire quoi? Le loup solitaire, effectivement, il intervient tout seul. Je veux bien. Ceci dit, vous avez toujours un minimum de logistique derrière. Il vous faut un véhicule, bon, c'est le sien. Il faut une arme, il faut un minimum d'organisation. Loup solitaire, ça ne veut plus dire grand-chose. Et puis, on sent bien que cette organisation, effectivement, est totalement isolée. D'ailleurs, les États-Unis ont annoncé hier avoir abattu un très proche, effectivement, du chef d'al-Baghdadi, du chef de cette organisation terroriste. Et on sent bien qu'effectivement, cette note qui proposait, ou en tout cas qui annonçait à tous les individus de commettre un attentat par procuration, finalement, parce qu'on a compris que c'était difficile maintenant de se rendre en Syrie, en Irak ou même en Libye, et que finalement, de commettre un attentat, pour eux, c'est plutôt de l'opportunisme, étant entendu que l'État islamique a évolué dans sa communication. On est passé d'une organisation qui ne revendiquait que ces attentats qu'elle commandite, finalement, à aujourd'hui un canal de communication sur on revendique parce que c'est un de nos soldats, ou alors on ne revendique pas, mais on annonce, c'est bien ce qu'il a fait, c'est un soldat de Dieu, etc. etc. Donc il ne revendique pas quand l'attentat est un échec. Hein. Et voilà, donc il y a vraiment, voilà, donc et en fait on sent bien si d'aventure ce type a appartenu, parce que Orly, un type qui était en état d'ébriété, cocaïné, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais l'organisation terroriste soit revendique ou salue le geste, certes suicidaire, mais salue le geste d'un terroriste. Et dans le cas présent, pour les Champs-Élysées, c'était quoi? C'était saluer un soldat il y a encore une zone d'ombre. On voit bien la difficulté de Daesh à monter des grosses opérations aujourd'hui. Un Bataclan ne serait plus possible aujourd'hui. Ce serait assurément plus difficile. Plus difficile. Et quand même, le résultat est le même. Le résultat est le même, c'est-à-dire que d'un côté, vous investissez des sommes d'argent importantes, vous avez un réseau, vous avez des cercles de soutien derrière, donc des moyens, de l'armement, il faut loger les personnes, c'est très compliqué. Là, vous avez un individu
qui intervient avec une arme, qui tue un pauvre policier, et le résultat est le même. En termes de terreur, Le pire est résultat... en Nice aussi. Oui. Dans le genre attentat low cost qui fait le maximum de victimes, on est dedans. La crainte des autorités, c'est à la fois évidemment les gens qui ne peuvent pas partir en Syrie, vous l'avez dit, et qui prennent les armes en France, mais c'est aussi les revenants. On est d'accord, c'est l'autre grosse crainte, ce qu'on appelle les revenants, c'est-à-dire ceux qui ont combattu en Syrie et qui reviennent en France. C'est une grosse crainte Il y des en a autorités. combien? On a une idée? Entre Toujours 800 et 1000. Voilà. Ouais. Et on peut les suivre un par un? Entre 800 et 1000, vous dites? En tout cas, les chiffres, ça varie entre 800 et 1000. Il faut aussi intégrer les enfants nés sur le territoire national et partis là-bas, et les enfants nés là-bas. Donc là, il y aura aussi une prise en charge à faire qui va être importante, mais entre 800 et 1000. Il y a un certain nombre d'opérations menées, soit effectivement pour les appréhender à la sortie quand ils arrivent sur le territoire, ou alors, comme l'a annoncé le président de la République à tort, il y a des opérations qui sont supprimées actuellement, qui consistent pour des gens que finalement on ne pourra pas rattraper, parce que considérons qu'un individu qui a assassiné femmes, enfants, ne puisse à un moment donné pas trouver dans notre société une manière de se réinsérer correctement, et que par conséquent, voilà, il faut être un peu plus courageux et prendre des décisions. Mais en tout cas, tout ça, ça veut dire qu'il y aura d'autres attentats en France dans les prochains mois, à craindre, en tout cas? Vous savez, moi, j'explique à mes étudiants que l'attentat de demain est déjà prêt, dans le sens où, effectivement, c'est toujours la course. La course pour nos services de sécurité, parce que c'est des gens qui sont jusqu'au boutiste, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la même morale, parce que ce sont des gens qui aiment la mort comme vous aimez la vie, et sur lesquels, de toute façon, on n'a pas de conception commune. Donc, effectivement, c'est à craindre qu'on ait encore quelques journées difficiles. On va revenir sur la colère des policiers que vous évoquiez au début avec ce témoignage. Il s'appelle Patrick Ribeiro, il est secrétaire général de Synergie Officiers. Il y a de la colère, il y a de la lassitude, et il y a surtout de la colère parce qu'à chaque fois c'est le même scénario, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne devraient pas être dehors, des gens qui tirent sur des policiers, qui très souvent ont été relâchés par des magistrats qui eux ne risquent pas leur peau et qui n'ont aucun principe de responsabilité. Donc c'est vrai qu'à force de le dire, ça fait un peu beaucoup. On a des gens qui sont extrêmement dangereux aujourd'hui, qu'on relâche, soit faute de preuves, soit faute de volonté de la part des magistrats. Mais en tout état de cause, on peut aujourd'hui comparer ce qu'est un djihadiste, par exemple, avec ce qu'est un prédateur sexuel. Ce sont des gens qui ne se soigneront jamais, qui sont dangereux. Donc il faut trouver des alternatives si on ne veut pas trop exposer nos concitoyens, et au premier rang desquels figurent aujourd'hui les policiers et les militaires. Ouais. Alors, trouver des alternatives, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative face à ce type de gars qui passe 14 ans, puis 4 ans, qui prend une arme de policier et tire dessus, qui dit qu'il veut tuer des policiers? C'est quoi l'alternative? Vous savez, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Vous savez, ceux qu'on connaît et qui sont déjà enfermés, effectivement, il faut peut-être réfléchir. Peut-être que les juristes s'interrogent sur les libérations anticipées, qui n'ont peut-être plus lieu d'être pour ces gens-là. Je crois qu'il faut réellement aujourd'hui se poser la question. Est-ce que concrètement, ils peuvent se réinsérer? Monsieur l'a dit fort bien tout à l'heure. Je veux dire que quand c'est des gens qui ont vécu dans une telle violence que le commun des mortels de chez nous n'imagine pas, sur ces théâtres de guerre-là, ils ne trouveront pas de vie pour eux sur notre sol. C'est pas possible. Donc je ne vois pas la réinsertion. Après, vous avez ceux qu'il faut empêcher de rentrer sur le territoire. Donc là, il y a un gros travail au niveau des frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des frontières, ça fait souvent réagir, mais c'est une réalité. Et puis, c'est des gens qui méritent un isolement pour pas aussi, dans le cadre des prisons, parce qu'on a toujours un dénominateur commun. On parle de radicalisation en prison. Il va falloir se poser la question. C'était le cas des 2 Marseillais d'ailleurs. Par exemple, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en termes d'organisation des prisons pour que ça ne se passe pas. Moi, je comprends l'amertume du syndicaliste policier. Cette amertume, elle est légitime. Celle d'avoir perdu un collègue dans des conditions effroyables, elle est légitime. À côté de ça, il faut remettre aussi en perspective le travail du magistrat. Pour un individu qui a tiré sur un policier qui ne l'a pas tué, 15 ans de prison, c'est quand même une peine juste. Il faut dire la vérité. Ensuite, 4 ans de prison. Et il a fait 14 ans. Et il a fait 14 ans. Donc, et ensuite, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, donc 2 ans d'emprisonnement pour un délit de droit commun. Ça reste quand même aussi une peine juste. Mais si le juge de la liberté, des libertés de la détention considère que cet individu, a priori, mais il va le voir comme il va en voir des dizaines
par jour va considérer qu'au jour d'aujourd'hui, ce type ne présente plus de menace, mais qui demande quand même qu'il y ait un suivi de cet individu psychologique, etc. Enfin, on arrive quand même au bout de la chaîne. Et le travail, c'est pas de dire comment on peut retenir ces individus plus longtemps, mais c'est comment on peut mieux les traiter. Et il faut aussi considérer, parce qu'on n'en parle jamais, que dans les prisons françaises, vous avez beaucoup de détenus qui n'ont rien à y faire. Leur place est dans un hôpital psychiatrique, sauf que le coût d'une place dans un hôpital psychiatrique est évidemment beaucoup plus élevé que dans une cellule dans une prison. Voilà. Donc ça, c'est aussi une réalité. Le législateur va devoir se pencher là-dessus, le politique devra se pencher là-dessus. Est-ce qu'on veut simplement plus de place? On va dire on va être plus sévère, on va avoir plus de place. Et ce sera le travail du prochain président de la République. Et ça sera le travail du prochain président de la République. Comment on explique d'ailleurs cette radicalisation en prison? Est-ce qu'elle s'explique? Alors, c'est le monde de la prison, c'est un monde difficile. Je crois qu'il faut un jour avoir vu, discuté, mais avec des gens dont c'est le quotidien pour vraiment se rendre compte de que ce que c'est. Pas les bisounours. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Maintenant, eh bien, c'est simple, c'est des phénomènes de clans qui se créent. Alors, vous avez des clans identitaires, des clans religieux, des clans régionaux, voilà. Et si vous voulez un minimum de protection, et protection, c'est quoi? C'est pouvoir vivre au quotidien relativement en paix. Eh bien, vous vous rattachez à tel clan, tel groupe. Ce n'est entre guillemets au départ que ça. C'est quasiment impossible. Ou alors vous vivez des journées très très longues. Donc, eh bien voilà, ces gens-là sont pris en charge. Et puis après, il y a tout un travail psychologique qui est fait sur eux, où on leur explique. Notamment sur les plus faibles. De toute façon, si vous rentrez dans ce jeu, c'est qu'au départ, vous étiez un peu plus faible puisque vous accédez au discours qu'on vous tient. Et puis, on leur explique que la France, en l'occurrence, le gouvernement, l'État ne fait pas ce qu'il faut, qu'il y a beaucoup mieux ailleurs, y compris en spiritualité. Et puis, la marche est franchie. Et aussi sur les conditions de détention qui ne sont pas non plus optimales, justement pour pouvoir faire un travail de réinsertion, il faut aussi dire la vérité. Aujourd'hui, la prison ne fait plus peur à un certain nombre de détenus. Quand on a un taux de récidive qui est aussi important, 63%, qui a augmenté de 6 à 7 points ces dernières années, c'est quand même dire que la prison ne fait plus peur. Aujourd'hui, nous avons des bandes qui continuent de gérer leur trafic depuis la prison, depuis leur cellule. On a des organisations terroristes qui recrutent, quand je dis des individus qui sont emprisonnés justement pour des faits de terrorisme, qui recrutent en prison. Il y a aujourd'hui une nouvelle politique qui vise justement à les isoler un petit peu plus, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un phénomène de contagion en prison. Mais en prison, comme le disait très justement monsieur tout à l'heure, quand on passe sa journée en prison, c'est long, on est enfermé. C'est-à-dire que le principe de la prison, c'est qu'on enferme un individu. Quand on l'enferme avec n'importe qui, si on a dit qu'avant la prison, c'était une espèce d'ascenseur social du banditisme, parce qu'on trouvait toujours quelqu'un de plus chevronné qui vous chaperonnait, etc., c'est aussi pareil pour le djihadisme, en tout cas pour l'islamisme. Mais d'ailleurs, le co-détenu de Karim Chorfi est interrogé en ce moment en garde à vue. Qu'est-ce que cherchent à savoir les enquêteurs? Les enquêteurs vont chercher à savoir si déjà les propos qu'il tenait, les contacts qu'il a pu avoir à l'intérieur et à l'extérieur de la prison, parce que je a dit quelque chose de très juste, c'est que vous avez beau être en prison, mais certains ont les moyens d'arriver à communiquer avec l'extérieur, par exemple. Facebook, Donc tout ça sont des éléments qu'il faut arriver à sourcer. Et puis, quelles étaient ses relations au sein de l'établissement pénitentiaire. Et dans le prolongement de ce qui a été dit, il y a une loi qui a été votée sur le renseignement qui doit en principe permettre à l'administration pénitentiaire de faire du renseignement indispensable en prison. C'est très difficile parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de surveillants de prison. Comment voulez-vous que ces individus... Alors, on a aujourd'hui des moyens de captation de données, mais c'est très difficile. Il faut quand même rentrer. Enfin, ce sont aussi des individus, des fonctionnaires qui sont aussi victimes d'agressions. On n'a déjà pas assez de surveillants, alors oui, c'est encore autre chose. Justement, qu'est-ce qui a été fait pendant le quinquennat de François Hollande, et alors que les attentats se multipliaient, et donc les lois se sont aussi multipliées? On va essayer de voir ça avec ce sujet de Louis Milano-Dupont. Regardez. C'est l'un des principaux résultats du bilan sécuritaire du quinquennat. La création de près de 9000 postes dans les forces de l'ordre. Près de 3200 effectifs pour la gendarmerie, près de 5650 pour la police, dont 1000 affectés au service de renseignement. Le renseignement, c'est là aussi le domaine qui a été considérablement renforcé avec une loi votée 7 mois après les attentats de Charlie Hebdo.
Plus de moyens techniques, les écoutes, la surveillance sur Internet ou encore la pose de balises GPS ont été facilitées. Mais aussi la création d'un fichier national pour les auteurs d'actes terroristes dont les données sont conservées pendant 20 ans. Enfin, le très discret renseignement pénitentiaire a lui aussi été intensifié. L'autre loi contre le terrorisme a été promulguée il y a moins d'1 an. Elle donne plus de pouvoir aux juges dans les enquêtes et criminalise d'office tous les retours d'une zone de guerre en proie au terrorisme. Dans la rue et en opération, les policiers, eux, ont vu leur matériel évoluer. De nouveaux équipements de protection, mais aussi d'attaque, comme ces fusils d'assaut dont bénéficient toutes les patrouilles. Dernière mesure emblématique, le Parlement a adopté en février un projet de loi qui assouplit les règles de légitime défense pour les policiers. Voilà, on voit les méthodes de renseignement renforcées, On a fait des effectifs choses quand même. renforcés. On a pas Ouais. peut atteindre un plafond finalement en termes de sécurité. Mais vous maintenant. savez, le renseignement en France, tout système confondu, des GSE, des GSI, des PSD et autres, c'est un peu plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes. Il en faudrait combien? Parce qu'attendez, on n'a pas les moyens non plus de la NSA ou alors, on n'a du pas les FBI moyens de la ou NSA, voilà. mais ce que vous évoquez là est, à mon avis, juste et important. Pourquoi? Parce que le prochain quinquennat, il va falloir faire des choix politiques et stratégiques en termes d'impôts, notamment. Parce qu'effectivement, force de l'ordre qu'il va falloir augmenter, qu'il va falloir équiper, police, gendarmerie, armée, ce sont donc des budgets qu'il va falloir travailler. Il y a trois lois qui ont été votées, qui n'ont pas été prises ici en considération. La première, c'est évidemment l'état d'urgence, puisque c'est un dispositif qui permet justement à l'autorité administrative, en l'occurrence au préfet, de pouvoir ordonner des perquisitions administratives ou des assignations à résidence. On est bien dans la loi. Quelle que soit l'heure, notamment. Quelle que soit l'heure. Ensuite, on a une loi qui a été votée pour renforcer les pouvoirs des agents de sécurité de la SNCF et de la RATP. Là, on parle de la sécurité dans les transports en commun. C'était suite à la tentative d'attentat dans le Thalys, avec aujourd'hui des agents de sécurité privés qui peuvent aujourd'hui faire du contrôle d'identité, des palpations de sécurité, des inspections visuelles de bagages à main. Et puis enfin, là, tout récemment, la loi sur la sécurité publique du 28 février 2017, qui aligne à la fois le régime des policiers, des militaires et des gendarmes sur la légitime défense, mais également sur l'état de nécessité. Ça veut dire pour ces fonctionnaires ou ces militaires pouvoir agir sur la voie publique lorsqu'un attentat est en train de se commettre. Enfin, cette même loi, elle crée un nouveau métier d'agent de sécurité privé armé, justement pour compenser un recentrage des activités de l'État sur des missions dites un peu essentielles, parce qu'aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il y a aujourd'hui, que ce soit des journalistes ou des personnalités qui font l'objet de menaces, et donc il faut bien les protéger, et que par conséquent, les services de l'État ne sont pas en capacité de protéger tout le monde. Donc un nouveau métier a été créé. On pourrait, je pense, faire plus à la condition d'associer le secteur privé, qui aujourd'hui occupe quand même une place importante, si on a vu à l'Euro 2016, et on va le voir demain avec les élections, parce qu'un certain nombre d'acteurs privés de sécurité sont mobilisés pour assurer la sécurité aux entrées des bureaux de vote. Donc on peut faire quelque chose encore, mais de manière coordonnée avec le secteur privé. 50 000 personnels pour 67 000 bureaux de vote, mais qui seront surtout concentrés sur les grandes villes, on peut le penser. Quels sont les autres risques d'ailleurs? Il y a le risque terroriste, c'est la crainte, mais il y a également les risques de débordement, de manifestation. Qu'est-ce que craignent les autorités demain en termes de sécurité? Manifestation, débordement, je crois qu'on est dans un pays où depuis quelques décennies, les élections sont plutôt calmes. Ouais. Je parle le jour des élections, donc je ne crois pas à ce type d'événement. Non, le type d'événement qu'on est susceptible aujourd'hui d'être confronté, c'est effectivement, encore une fois un attentat. 67 000, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas protéger 67 000 On ne va pas se jouer à bureaux se de faire vote. peur, mais même les préfectures disent c'est pas la peine de discuter devant les bureaux de vote ou d'attendre trop longtemps devant. Bon, parce que voilà, on a voté, on va faire autre chose. Voilà, parce que ça sert à rien d'abord de créer un phénomène de panique, où là c'est possible. Je veux dire, il suffit que vous ayez un pétard de lancer, une voiture, un pot d'échappement, etc. C'est anxiogène aujourd'hui. La situation est telle que les gens ont facilement peur. Donc effectivement, On l'a encore vu aujourd'hui, Gare du Nord, où un homme a été arrêté parce qu'il avait un couteau. Heureusement, il ne s'est rien passé. Et il s'est fait débarrasser de son couteau vite fait par les gendarmes. Il y a deux enjeux demain.
c'est d'abord que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles. Et j'espère qu'il n'y aura vraiment aucun attentat, ou en tout cas aucun débordement. Mais combien même il y aura un débordement ou un attentat, hélas, à ce moment-là, il faudra que cette journée continue le plus normalement possible. Ensuite, il ne faut pas oublier que la menace première, c'était les systèmes d'information, le vote électronique. Et que dans les communications entre les préfectures et le ministère de l'Intérieur, il faut qu'on ait un canal qui soit sécurisé. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est très mobilisée. Des notes sont parties, il y a des procédures. On craint des attaques informatiques, c'est ça? On craint des attaques informatiques. Je vous rappelle que c'était la première menace. Certains candidats ont déjà eu. Que certains candidats ont déjà eu, c'était la première menace. Et donc, une fois que les bureaux de vote seront terminés, que les préfectures vont compiler les résultats des villes et bureaux de vote par bureau de vote, ville par ville, il va falloir que ça converge vers le ministère de l'Intérieur qui va centraliser les résultats. Et c'est là où, effectivement, on aura là, pour le coup, un risque informatique. Mais des dispositions ont été prises pour qu'il y ait vraiment des procédures de sécurité de sorte à ce que ça se passe bien. Donc, c'est quand même une journée qui est très particulière. C'est une belle journée pour notre pays parce que c'est aussi le symbole de la démocratie, mais à haut risque. Question d'ailleurs, certains candidats ont annulé, on ne parle pas du tout de politique, on n'a plus le droit, leur meeting. Les policiers ont soufflé, c'était une bonne idée Si vous voulez, c'est vrai que ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers jours, il y avait un risque réel sur certains candidats. Alors déjà, par définition, à chaque fois qu'il y a eu des présidentielles, il y a toujours un risque sur les candidats, plus ou moins important suivant la nature du candidat, mais ça c'est toujours... Là, il y avait un risque réel, pour ça que la police est intervenue à de nombreuses reprises, notamment pour tenter de chercher, enfin pas pour tenter de chercher, mais pour chercher des explosifs qui auraient été placés dans des tribunes ou autres, et je pense que c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que devant la sagesse la sagesse des candidats devant une telle situation, c'était peut-être de dire par respect d'abord à ce policier et à sa famille et aux fonctionnaires de police qui font un travail exceptionnel, de dire on va lever le pied, mais il en faut plus parce que l'état d'urgence les a beaucoup mobilisés, le dispositif Sentinelle mobilise beaucoup les militaires, gendarmes et policiers, qu'à ce titre-là, ils vont avoir besoin, c'est vrai, de quelques temps pour se reposer. Allez, merci beaucoup de ces précisions. Tout de suite, c'est l'heure de l'information continue. Et oui, 24 heures en question, notamment avec Bénédicte Le Châtelier. Allez, on se retrouve juste après.